Bonjour et bienvenue à la pause santé vitalité, le balado où on parle des enjeux qui nous touchent avec les experts de chez nous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Françoise Gaudin. Françoise qui est donc responsable de la stigmatisation structurelle et du rétablissement en santé mentale pour le réseau de santé vitalité. Bonjour Françoise. Bonjour. Alors, on avait voulu vous inviter aujourd'hui pour parler de votre poste, puis de un petit peu ce dossier-là, parce que c'est un poste qui est unique au pays. C'est un poste que le réseau a voulu créer, puis aussi envoyer un message à travers ça. Pourquoi est-ce que c'était important de créer ce rôle-là pour le réseau de santé vitalité? Ben, ce poste oui, c'est un nouveau poste, puis c'est une initiative du réseau de santé Vitalité pour améliorer la qualité des services en santé mentale et en dépendance, et aussi améliorer l'accès aux services de santé mentale et pour les personnes qui ont des troubles d'utilisation de substances également. Comment est-ce qu'on pourrait définir la stigmatisation structurelle? Qu'est-ce que ça veut dire pour un petit peu qu'on mette la table aujourd'hui? Ben, la stigmatisation comme telle, ça se réfère aux attitudes qu'on a, ça se réfère aussi aux préjugés, aux biais inconscients qu'on peut avoir, qu'on peut euh, penser d'une telle façon à cause de nos expériences ou à cause que ce que la société dit. Donc, on va catégoriser les gens dans des groupes ou qu'on va créer des stéréotypes pour les gens, auprès des gens qui ont des problèmes de santé mentale et d'utilisation de substances, qui vont faire en sorte que ces gens-là, qui ont des problèmes de santé mentale, d'utilisation de substances, vont intégrer les messages négatifs, si vous voulez. Fait que dans le fond, la stigmatisation en santé mentale, c'est vraiment tout ce qui entoure en lien avec les attitudes, les perceptions négatives, les attitudes, nos croyances, nos pensées négatives en lien avec la santé mentale ou l'utilisation de substances. Quand on rentre en lien avec la stigmatisation structurelle dans les soins de santé, ici, on se réfère au fait que on est toutes des personnes, hein? Puis on arrive avec un bagage qui fait que ce qu'on a pris conscience, c'est que toutes les attitudes négatives ou les préjugés, les croyances, ça s'est, avec le temps, ça s'est imprégné dans nos politiques et procédures. Ça s'est imprégné dans nos façons de faire. Ça s'est imprégné dans notre attitude dans la livraison des services. Fait que, veux pas, tout ça vient renforcer encore plus la stigmatisation auprès des personnes et créer des barrières à l'accès aux soins. Puis n'évite pas nécessairement toujours les personnes qui ont des problèmes d'aller chercher de l'aide. Quel genre de barrière on parle? Qu'est-ce que ça peut, ces attitudes-là, qu'est-ce que ça peut créer dans le système, dans les soins, dans la façon aussi dont les gens vont aller chercher ou pas de l'aide qu'ils ont besoin? Ben, qu'est-ce que ça va créer? C'est que veux pas, la santé mentale ou les troubles d'utilisation de substances, on est dans un système de santé, tu as des soins physiques, tu as des soins de santé mentale. Tu as beaucoup de concentration au niveau des soins physiques qui est très bien, qui est excellent. Mais la santé mentale fait partie de la santé globale de la personne. Puis elle est autant importante que la santé physique, que la santé mentale, puis sont interreliés les deux comme individus chez notre personne. Fait que, qu'est-ce qui se passe, c'est que on veut redonner une importance à la bonne santé mentale, mais aussi à l'importance d'en prendre soin puis d'aller consulter le plus rapidement possible pour aller chercher de l'aide avant que ça devienne trop complexe. L'attente excessive est un exemple de stigmatisation structurelle dans les soins de santé. C'est démontré qu'une personne avec un problème de santé mentale ou d'utilisation de substances va attendre beaucoup plus longtemps
pour recevoir des soins de santé comparativement à des besoins de santé du côté physique. Donc, l'accès aux services de santé, la personne de santé mentale, d'utilisation de substances va attendre beaucoup plus longtemps pour avoir accès à des soins, pour différentes raisons, que ce soit parce qu'on va le faire attendre plus longtemps à l'urgence ou qu'on va la difficulté d'avoir accès à des médecins de famille parce que tu as des clients aussi qui ont des complexités. Fait que c'est démontré que l'attente à l'accès à des soins est beaucoup plus longue comparativement à des soins physiques. Ce qui fait aussi que pourquoi c'est important, c'est d'améliorer l'accès aux soins de santé, puis la qualité dans la livraison des services. Puis plus qu'on améliore l'accès, la qualité, bien, les gens vont aller consulter beaucoup plus rapidement parce que on veut vraiment dissimer les sentiments de honte, de désespoir, le fait de se sentir jugé. Donc, les gens puissent aller consulter le plus rapidement possible concernant leur condition en santé mentale ou d'utilisation de substances. Puis, qu'est-ce que ça veut dire dans les services de santé comme tels? Bien, c'est que parfois, avec le temps, il y a des attitudes ou des façons de faire qui découlent de pensées stigmatisantes ou de croyances, puis que veut pas, la personne ne se sent pas écoutée, pense peut-être que ses soins ne sont pas rencontrés, ou puis si qu'elle se sent jugée, bien, dans le fond, la personne n'aura pas tendance à revenir pour aller chercher de l'aide, qui va faire que la personne va rester avec son problème de santé mentale ou d'utilisation de substances, puis la situation va devenir beaucoup plus complexe, éventuellement. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples lorsqu'on parle de préjugés ou d'attitudes ou d'idées reçues, de qu'est-ce que ça peut vouloir dire et un peu des effets que ça a aussi? Bien, comme attitude, ben, c'est de penser, premièrement, un préjugé commun, c'est de penser que les personnes avec des problèmes de santé mentale ou d'utilisation de substances, c'est des personnes violentes ou agressives. Bien, ce qu'on pense à la population en général, qui ont des problèmes de santé mentale ou d'utilisation de substances, puis là, les recherches le disent, les gens ne sont pas nécessairement violents ou agressifs. Par contre, ce qu'on va faire, suivant d'un incident ou d'une situation, on va changer tout un système pour rendre le processus beaucoup plus sécuritaire pour les employés ou en pensant qu'on fait les bonnes choses. Mais dans le fond, la personne qui vit dans ce processus-là, puis qu'elle n'est pas agressive, qu'elle n'est pas violente, elle fait le même parcours. Mais elle se sent brimée. Parce qu'on généralise. On généralise, parce qu'elle se sent brimée. C'est pourquoi moi, parce que j'ai un diagnostic de santé mentale, par exemple, je suis obligée de me mettre en jaquette, absolument. Puis une autre personne qui va pour des problèmes de santé physique n'a pas besoin. Fait que, tu sais, c'est des comportements qu'on va adopter, qu'on pense qu'on fait la bonne chose, mais on ne réalise pas nécessairement l'impact chez la personne qui vit le problème. Donc, ce qu'on est trop comme... on accentue trop sur des processus trop sécuritaires en général, bien, on le fait pour une partie de la population qui ont une complexité puis qui ont la difficulté à régulariser leurs émotions parce qu'ils sont en crise. Puis je pense que oui, il faut avoir une structure pour pouvoir rencontrer ces personnes-là puis le faire adéquatement. Mais d'un autre côté, il faut faire attention pour ne pas généraliser puis inclure tout le monde dans ce processus-là. Donc, c'est d'avoir une approche beaucoup mieux adaptée pour rencontrer les besoins des personnes. Je crois que vous avez participé aussi récemment à un atelier qui était organisé avec la Commission de la santé mentale du Canada, puis qui a eu lieu à Dieppe, que le réseau a aidé à organiser, avec beaucoup d'intervenants aussi, des spécialistes de cette question-là, sur la stigmatisation puis l'inclusion. Qu'est-ce qui vous a marqué un peu de ces échanges, de ces réflexions, puis qu'est-ce que vous en avez retiré là? Qu'est-ce qui vous a allumé dans cet événement-là? Bien, la Commission de la santé mentale du Canada était avec nous hier, exactement. Puis, ils nous ont amené vraiment pour nous présenter des outils
un processus de qualité pour pouvoir faire le tournant, arriver à contrer la stigmatisation dans les soins de santé au niveau de la santé mentale et les troubles d'utilisation de substances. Ils nous ont expliqué l'importance du processus de changement. Prendre le temps de faire des changements, prendre le temps aussi de engager les gens de ce processus de changement-là. Pour arriver à une meilleure qualité des services. Puis, en plus, ils nous ont offert, ils nous ont présenté aussi un outil d'évaluation où ce que la clientèle on peut évaluer des groupes de clients pour déterminer l'impact de la stigmatisation dans nos services chez la clientèle. Puis de l'importance de mesurer ça aussi pour pouvoir déterminer l'ampleur ou l'efficacité des changements qu'on met en place. Fait que ça a été super intéressant, rencontrer des gens super dynamiques, avec une belle équipe, puis j'ai beaucoup apprécié que je vais pouvoir utiliser dans mon travail. D'accord. On a parlé tout à l'heure des mots, de l'impact aussi que certains mots peuvent avoir sur les personnes qui vivent avec la santé mentale. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ça. Parfois, on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir, nos façons de nous exprimer sur la question de la santé mentale. On propage le stigma, puis on peut créer cette honte, cet isolement. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire? Puis ça, c'est quelque chose qui s'applique pas uniquement au travers de la santé. Je pense que c'est une question vraiment générale pour notre société. Donc, c'est ça, c'est qu'on va utiliser des mots comme schizo, alcoolique, toxicomane, c'est une personne qui est fou, qui est folle, ou puis quand on a des propos comme ça, on ne reconnaît pas la dignité, puis on ne respecte pas la personne. La personne se sent encore plus jugée, se sent encore plus diminuée. Puis, ça ne permet pas à créer un espace sécuritaire. Fait que je vais m'expliquer. Dans le sens que si que je suis à la maison avec la famille, puis on a un adolescent qui, par exemple, qui expérimente l'utilisation de substances ou qu'il peut présenter quelques symptômes de santé mentale qui a besoin d'être adressés. Mais à la maison, les parents, entre eux autres, on a des préjugés, des discours négatifs. Donc, cette situation-là peut créer que l'adolescent n'ira pas parler ouvertement à ses parents de son problème d'utilisation de substances parce qu'il va avoir peur ou il va craindre la réaction ou d'être encore plus jugé. Fait que cette situation-là, ça se retrouve entre amis, entre collègues de travail, en communauté, mais aussi dans les milieux de soins de santé. Fait qu'il faut vraiment faire attention de notre parole, comment est-ce qu'on parle, puis prendre conscience que cela peut avoir un impact alentour de nous. Est-ce que ça ne fait pas aussi sous-estimer la contribution que peut apporter la personne, puis sa capacité à se rétablir finalement? Oui, bien, ça part du fait que dans la stigmatisation comme telle, tu as la stigmatisation individuelle, l'autostigmatisation. Fait pour bien comprendre, la personne qui a un problème de santé mentale ou d'utilisation de substances va intégrer tous les stéréotypes, les messages qu'elle reçoit de la communauté ou de la famille ou de son environnement de travail. Puis sans même que ce soit dirigé directement vers la personne, mais quand on parle ou qu'on donne des propos, des préjugés, ben la personne, elle endosse, puis elle intègre ses pensées, ses propos, qui fait que la personne se sent dévalorisée. Elle a honte, elle vit encore plus de culpabilité, puis ça va susciter aussi un sentiment de désespoir qui va amener la personne à s'isoler, à cacher ce qu'elle vit,
en lien avec son utilisation de substances ou son problème de santé mentale, pour ne pas à vivre la stigmatisation encore plus. Donc, la personne, elle va s'isoler, elle va garder secret son problème de santé mentale, de l'utilisation de substances, par crainte d'être jugée par les autres. Fait dans le fond, ce qu'on veut faire, on veut contrer cet aspect-là. On veut offrir un dialogue où l'importance de reconnaître l'importance d'une bonne santé mentale, mais aussi que c'est correct de parler de la santé mentale ou de l'utilisation de substances, pour permettre aux gens de parler de leurs problèmes lorsqu'ils en vivent le plus rapidement possible. Puis on sait aussi que plus qu'on attend puis on s'empêche d'aller chercher de l'aide, bien, les problèmes continuent. La complexité s'installe, puis c'est encore plus difficile. Fait que ce qu'on veut vraiment permettre puis donner le message aux gens de parler, faut parler de notre santé mentale comme qu'on parle de notre santé physique. On n'est pas vraiment comme beaucoup on parle beaucoup de notre santé physique, mais quand ça vient de la santé mentale, on est moins confortable de le faire. Fait qu'on veut diminuer les barrières, on veut enlever les préjugés pour que les gens parlent ouvertement de leur santé mentale ou de l'utilisation de substances pour qu'ils se sentent respectés comme personnes dans leur dignité, pour que quand les problèmes se présentent, qu'ils se sentent confortables, sans jugement, d'aller chercher de l'aide, d'aller consulter, ou même de parler avec un membre de la famille, ou de parler avec un collègue de travail ou un ami. Donc, c'est important de parler ouvertement de la santé mentale ou de l'utilisation de substances ou des troubles d'utilisation de substances pour ouvrir cette connexion-là puis ouvrir une porte. Donc, normaliser un peu le fait c'est correct de parler de notre santé mentale sans être jugé. C'est un petit peu ça mon rêve, qu'un jour qu'on ait une société qui peut parler ouvertement de la santé mentale sans craindre le jugement des autres. On sait que vous êtes très allumée, Françoise, puis on entend votre envie de faire une différence. Moi, j'aimerais savoir un petit peu quelles actions ou quelles initiatives là, sur lesquelles vous voulez travailler, parce que vous voyez grand là. Ouais. Puis, qu'est-ce que vous avez envie de faire comme différence, puis comment vous espérez la faire? Ben, je me trouve vraiment chanceuse d'avoir l'opportunité de faire ce travail. Comment est-ce que je fais ça? Ben, c'est certain que la Commission de la santé mentale du Canada ont fait des études, là, puis ils sont arrivés avec des données super intéressantes. Puis je me fie beaucoup à ce qu'ils recommandent, ce qu'ils font. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé un atelier. Puis dans cet atelier-là, je parle vraiment de la stigmatisation, les différents types, c'est quoi la stigmatisation structurelle, puis de l'impact chez la personne. Cet atelier-là, j'amène aussi les gens à travailler c'est quoi les barrières qu'ils vivent, c'est quoi les solutions, pour vraiment les amener aussi à prendre conscience de la parole, mais à prendre conscience des facteurs d'influence de la stigmatisation. Qui peut être la fatigue de compassion, qui peut être l'environnement, la famille, qui parle beaucoup. Disons, comme si on a des mots stigmatisants, ça a tendance à contaminer. Il y a quelqu'un d'autre qui va dire la même chose. Puis, j'amène les gens à faire une réflexion dans les soins de santé en lien avec c'est quoi leur pensée, s'ils ont des pensées stigmatisantes. Puis parce qu'on peut avoir des comportements ou des pensées stigmatisantes sans même le réaliser. C'est juste qu'il faut prendre le temps de s'arrêter, réfléchir, d'en prendre conscience, puis changer notre discours, puis avoir une attitude plus dans les soins centrés sur la personne. Donc, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Comment est-ce que je peux t'aider? C'est quoi tes besoins?
Ben, merci en tout cas Françoise pour ces beaux messages. Je pense que vous avez apporté beaucoup de réflexion pour les gens aujourd'hui, puis je crois que c'est nécessaire. Il faut que la discussion se poursuive. Si vous deviez donner un dernier message là, que vous aimeriez que les gens repartent avec eux pour la journée, qu'est-ce que vous aimeriez dire à nos auditeurs euh, sur cette question de la stigmatisation? Ben, c'est vraiment de prendre le temps de réfléchir, de faire une auto-réflexion en lien avec nos pensées qui peuvent être stigmatisantes, les modifier, puis aussi d'amener à créer des espaces sécuritaires pour que la personne puisse parler de sa santé mentale ou de l'utilisation de substances, qui est un espace qui est sans préjugés, sans stigma, puis qui va permettre à la personne de parler ouvertement de ce qu'ils vivent. Donc, c'est vraiment important qu'on prenne le temps de faire cette auto-réflexion-là pour changer notre communication et créer de l'ouverture à de l'échange et à des discussions en lien avec la santé mentale et l'utilisation de substances. Très bien. Eh bien, merci Françoise d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été un grand plaisir de vous accueillir. Merci. Puis on va inviter aussi nos auditeurs à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, la pause santé vitalité. Vous allez pouvoir découvrir tous les épisodes qui ont été tournés jusqu'à présent. Puis on vous donne rendez-vous pour les prochains. Merci.